On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, est à la tête d'une équipe dans la province du Kwilu pour une mission de 10 jours à Massi-Manimba afin de recueillir des informations utiles pour la réorganisation des élections législatives, nationales et provinciales après l'annulation des suffrages dans tous les territoires de Massi-Manimba pour détention illégale des kits électoraux, vandalisme et fraude. Fidel Kambale Kitsa, âgé de 27 ans, journaliste et directeur de programme à la radio communautaire Umoja, a été sauvagement abattu par un militaire en état d'ébriété. L'incident s'est produit vers 19h à environ 2 km de Komanda, territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Mercredi 21 février 2024, les prestataires des premières lignes dans la riposte contre la maladie à coronavirus en RDC étaient en sit-in devant le ministère des Finances pour réclamer leurs arriérés de 10 mois de paye bloqués au ministère des Finances. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres, les États-Unis d'Amérique condamnent l'occupation d'une partie du territoire congolais par les troupes rwandaises. L'ambassadrice américaine en RDC l'a annoncé le mercredi 21 février 2024 à Goma, à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Pour les États-Unis, le Rwanda doit retirer ses troupes du territoire congolais et respecter le processus de Luanda et de Nairobi. Lucie Tamlin estime que la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas du tout acceptable. Suivez son propos. Je me suis entretenue avec le gouverneur général pour parler de la situation sécuritaire et aussi de le rassurer de l'assistance américaine pour soit résoudre le conflit, soit aider les victimes. Nous sommes tout premier bailleur par rapport à la réponse humanitaire, mais aussi nous sommes aussi le tout premier pays de dénoncer l'agression que le pays a subie. Le samedi dernier, nous avons fait une déclaration tout en rappelant l'importance de poursuivre les voies diplomatiques, mais condamnant la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais et aussi demandant le retrait de la M23 conformément avec les décisions des leaders régionaux dans les processus de Luanda et Nairobi. L'objectif est le retour des populations chez eux. On n'envisage pas une situation où les populations déplacées vont vivre ici, vont perdurer ici. Il faut vite trouver une solution diplomatique à le problème et je confirme l'engagement américain dans ce sens. Je voudrais souligner l'importance que nous attachons à l'intégrité territoriale de la RDC. Nous soutenons une RDC forte, sûre et prospère. Et nous insistons sur l'intégrité territoriale de la RDC. Toutefois, nous pensons qu'il faut redoubler les efforts pour trouver une solution pacifique, redoubler les efforts diplomatiques pour trouver les accords qui puissent faire en sorte que les deux pays puissent vivre en paix. Processus électoral à présent, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a conduit une délégation de la centrale électorale à Massi-Manimba dans la province du Kwilu pour une mission de 10 jours. Le but de cette mission est de recueillir les informations utiles pour la réorganisation des élections législatives après l'annulation en janvier pour fraude et détention illégale des dispositifs électoraux et vandalisme. Ronta Luyela pour les détails. Une équipe de la CENI conduite par le deuxième vice-président Didi Manara séjourne depuis lundi au territoire de Massi-Manimba dans la province du Kwilu en mission exploratoire à la suite de l'annulation de suffrages pour tout le territoire ainsi que
pour certains candidats aux législatives en janvier dernier. Cette mission, précise Didi Manara, est diligentée pour comprendre, avoir toutes les informations utiles pour que, dans le plus prochain jour, les bonnes élections soient organisées dans cette partie de la province du Kwilu. Le deuxième vice-président de la CENI ajoute qu'au-delà des informations à recueillir, les personnes qui détiennent encore les dispositifs électroniques de vote seront arrêtées. Il y a certains compatriotes de Masimanimba, candidats, même certains membres de la CENI, qui se sont évertus à des pratiques immorales de fraude, de corruption et même de détention des dispositifs électroniques de vote. Ces pratiques ont fait que les élections soient entachées d'énormes irrégularités graves qui ont poussé la plénière de la CENI à annuler les élections dans cette circonscription. La mission qui est ici est venue pour comprendre, avoir toutes les informations utiles pour que dans les plus prochains jours, organiser les bonnes élections au cours desquelles de vrais élus doivent être désignés par le peuple lui-même. Pour le deuxième vice-président de la CENI, cette mission n'est pas simple du tout, parce qu'au-delà des informations, il faudra poser des actes, recourir à la justice, à la police pour traquer toutes les personnes qui détiennent encore, une fois, de machines. Personne ne sera épargné. L'environnement électoral de Masimanimba sera assaini. Cette mission de 10 jours sera également ponctuée d'échanges avec les différentes couches de la population. En janvier dernier, la CENI avait annulé le scrutin législatif à Masimanimba pour des irrégularités sus-évoquées. Au moins 7 candidats, dont 3 ministres, ont été particulièrement cités comme étant responsables des irrégularités constatées, au nombre desquelles la corruption, la fraude, les vandalismes de bureaux et de matériel de la CENI. Autre chose à présent, vivre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et investir dans l'immobilier est un excellent moyen de constituer un patrimoine et générer des revenus. Après un séjour fructueux à Kinshasa, sanctionné par une conférence de presse, Madame Inès Rachaidia, directrice des ventes de Earth of Europa, qui est un vaste projet à la hauteur de la démesure de ce que l'on peut trouver à Dubaï, a salué l'appropriation de Congolais dans ces projets qui leur permettent d'investir dans l'immobilier à Dubaï. Elle était au micro de Viningali Junior et Vité Mpanzo. Suivez. D'accord. Vraiment, c'est pas ma première fois ici de visiter Congo, donc c'est ma deuxième. On est ici pour une conférence pour l'immobilier. Pour représenter ma société, c'est The Heart of Europe. On fait partie du Kleindienst Group. Donc, on est un promoteur immobilier à Dubaï, qu'on fait le meuble de luxe. Donc, pour ma première visite ici en novembre, j'ai eu beaucoup des investisseurs qui sont venus à Dubaï. Donc, ça m'a encouragé de revenir au Congo-Kinshasa pour plus être connecté avec les gens, pour prospecter les gens, et j'ai eu beaucoup des investisseurs avec moi durant mon séjour ici à Hilton. Primo, je saurai leur route à Dubaï, comment investir, parce que l'immobilier à Dubaï c'est un secteur très grand, mais nous on offre quelque chose de différent, quelque chose unique. La plupart des investisseurs, pas seulement les Congolais, les gens qui cherchent l'investissement, ils cherchent toujours le revenu sur investissement. Moi, je vais payer, qu'est-ce que je vais gagner? Donc, ma société Heart of Europe, c'est la première société à Dubaï qui donne garantie dans le contrat qu'on va gérer l'appartement et qu'on garantit le revenu sur investissement minimum de 10%. Et c'est net. Donc, où il est l'investisseur, on va gérer ça pour lui et on va verser son argent à son compte. Donc, c'est ça, nous, ce qu'on fait. Les autres promoteurs, ce sont très bien, mais c'est plus résidentiel. Pour nous, c'est plus pour l'investissement. C'est nous qui va gérer ça pour eux. Donc, j'ai amené cette idée-là ici pour que les gens ils auront une idée de Heart of Europe. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Comme je dis, c'est un projet de luxe. C'est un projet qui existe déjà et c'est très beau. Donc, quoi que ce soit le montant que tu payes, on garantit le revenu sur investissement. Merci bien de m'accueillir ici. Je suis très contente. Je reviendrai. Pas une fois, j'ai déjà mes coordonnées, mes contacts ici. On est en train
de planifier pour le futur ici, qu'est-ce qu'on va faire. Le séjour, c'était très bien. J'ai eu beaucoup de connexions. Même on a notre société ici, c'est le groupe Standard Group. C'est nous qui nous représentons ici à Dubaï. Pour leur communiquer, vous pouvez appeler le numéro 00-243 8088 55 631 pour avoir plus de renseignements sur notre société de Heart of Europe et pour être notre contact ici à Kinshasa. Infrastructure aéroportière à présent, l'aéroport international de Banguka à Kisangani est menacé par des têtes d'érosion. Une situation qui a préoccupé les directeurs généraux de la Régie de voies aériennes, RVA. Ces derniers a effectué une descente sur place dans la province de la Chopo pour palper les réalités et trouver des solutions idoines. Laetitia Moulalou pour le commentaire. C'est la précaution que privilégie le DG de la RVA-SA, Léonard Ngomambak, en termes de sa visite d'inspection dans la Chopo à Kisangani, où la piste de l'aéroport de Bangoka connaît une menace permanente des têtes d'érosion. Juste à son arrivée, le numéro 1 de la Régie des voies aériennes a convoqué une réunion avec tout le comité urbain de l'aéroport de Kisangani, avec à sa tête le commandant Makola Godard, ainsi que les responsables d'une société chinoise qui exécute les travaux de la modernisation de l'aérogare moderne de l'aéroport international de Bangoka. L'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement a déployé beaucoup de moyens pour l'aéroport de Kisangani. Mais c'est fait que depuis une année, il y a une tête d'érosion qui menace la piste. Et aujourd'hui, il y a une autre deuxième tête d'érosion qui menace la piste. Voilà pourquoi je suis venu. Le constat est que jusque-là, en tout cas, les travaux se font très bien. Il y a eu une grande pluie qui a abattu sur la ville de Kisangani, mais en tout cas, il n'y a pas les eaux qui stagnent après la pluie. Pour rappel, l'aéroport international de Bangoka restera fermé quelques jours suite aux travaux réalisés pour la construction des pistes à raison des 100 mètres par jour. Les travaux ont bénéficié des financements de la Banque africaine de développement. Dans le reste de l'actualité, la presse congolaise condamne le meurtre du directeur de programme de la radio communautaire Umoja, opérant dans les territoires d'Irumu, qui a été abattu par un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo en état d'ébriété dans la nuit du 21 février 2024 aux alentours des 19h, alors qu'il rentrait de Komanda, chef-lieu du territoire de Irumu, situé dans la province d'Ituri. Suivez. L'incident s'est produit à environ 2 km de Komanda, où ce soldat en état d'ébriété, accompagné de son épouse également ivre, faisait des allers-retours. C'est alors que le journaliste Kambale a croisé son chemin et il a fini sa course sous les balles du soldat alors que son épouse n'a pas été blessée. Le soldat a tiré 5 balles sur la tête du pauvre journaliste Kambale Kitia qui a perdu la vie sur le champ. Immédiatement, la population a exprimé son indignation, mais les autorités ont réussi à rétablir la paix et le calme en lançant des recherches pour appréhender les soldats récalcitrants en vue de son jugement. Âgé de 27 ans, Kambale Kitia Fidèle laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. La rédaction de Mandiko Télévision condamne cette énième tuerie de chevalier de la plume par les hommes en uniforme dans cette partie du pays et précisément en Ituri et demande que justice soit faite pour Kambale Kitia Fidèle. Parlons santé à présent, les prestataires des premières lignes dans la riposte contre la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo ont manifesté le mercredi 21 février 2024 devant le ministère des Finances dans la ville-province de Kinshasa. Ils se sont présentés devant ce ministère pour réclamer la paye des 10 derniers mois de rémunération qui n'a pas été libérée. Suivez. Après avoir travaillé durement pour la lutte contre ce fléau qui a fait des ravages à travers le monde, ces prestataires de la riposte contre la Covid-19 ont revendiqué pour la paye des 10 mois d'arriérés. Devant le ministère des Finances, ils ont brûlé des pneus en signe de mécontentement face à ce retard de paiement qu'ils jugent injuste. Les protestataires ont souhaité avoir une idée dans l'évolution de leur dossier au ministère des Finances. Nous sommes des prestataires Covid, nous avons travaillé.
nous avons suivi les déclarations, premièrement de notre ministre du tutelle, qui avait déclaré que l'argent était déjà décaissé. Et en suivant maintenant le monsieur Alinguetti qui est de l'IGF, il nous rassura que cet argent n'a pas été sorti et que le gouvernement a le droit de pouvoir nous faciliter la sortie des fonds. Et il y a de cela, ça fait plus de 10 mois que nous revendiquons notre droit. Le Premier ministre sortant avait déjà signé les documents pour que nous soyons payés. Et juste 2 fois. Mais le DTO avait été expiré. On a refait le processus. Maintenant, le DTO traîne encore ici au ministère des Finances. Abandonnés à leur triste sort, des pères et mères de famille ayant assuré la prise en charge des cas Covid-19 et plusieurs autres tâches ont déploré les retards pris pour les traitements de leurs dossiers. Aussi, ils ont invité le ministre de Finances à faciliter la libération des fonds pour leurs primes de prestation durant cette maladie. Notre revendication est tellement légale. Ça fait plus de 2 ans que nous continuons à réclamer notre argent. Nous sommes des prestataires Covid. Nous avons sauvé le pays pendant une période très difficile. Nous avons souffert, nous et nos familles. Certains camarades ont perdu le leur parce qu'ils ont été dans les fonds en soignant les malades Covid. Ils ont ramené le Covid chez eux à la maison et le plus cher de leur famille sont morts. Et pourquoi le gouvernement ne veut pas nous payer notre argent? Pour rappel, les prestataires de la riposte Covid-19 ont déjà totalisé environ 13 mois de retard de primes. Pourtant, certains ont contracté la Covid-19 pendant le service. Ils espèrent que leur cri de détresse a été entendu. Et toujours en santé, une augmentation des cas d'hypertension artérielle est observée dans la ville de Kinshasa. Les statistiques fournies par le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires confirment cette tendance haussière. En 2006, les chiffres de l'OMS renseignent un taux de prévalence de 26% chez la population adulte contre 40% dans une étude récente. Les spécialistes recommandent les dépistages précoces et une bonne hygiène de vie. Regardez. Les cas d'hypertension artérielle sont de plus en plus fréquents à Kinshasa. Plusieurs causes expliquent la prévalence de cette maladie. À en croire certains spécialistes, les prédispositions familiales y sont pour beaucoup dans cette pathologie. Dr Kapita est interniste et cardiologue dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa. C'est une prédisposition familiale. Dans 20% des cas, on peut trouver la cause. Et souvent, cette cause se trouve dans les organes qu'on appelle les reins. Parfois, la cause se trouve dans la tête, dans le cerveau. Si vous avez une tumeur cérébrale, la tension peut monter. Nous avons tous une glande qui est là-bas, qu'on appelle la thyroïde. Il y a des gens qui portent un goitre, le cou qui gonfle. Mais quand le goitre et la thyroïde fonctionnent trop, la pression peut monter. En guise de prise en charge de cette maladie, l'hygiène de vie s'avère très importante pour toute personne déclarée hypertendue. Selon ces spécialistes, ces disciplines préventives épargnent de l'accident cardiovasculaire. Et si vous êtes hypertendu, il faut trouver un médecin, un cardiologue de préférence, qui puisse vous suivre régulièrement et vous donner une pression normale. Si ce n'est pas le cas, l'hypertension engendre beaucoup d'autres maladies. L'hypertension elle-même, isolée, peut provoquer un AVC, soit par rupture vasculaire, surtout quand on est jeune. Ce sont des jeunes âgés de 30, 40 ans, 50 ans qui font des AVC hémorragiques. Pour une excellente prise en charge, il est conseillé aux patients déclarés hypertendus de faire d'abord l'électrocardiogramme, ECG en sigle, qui est un examen de l'activité électrique du cœur. Les résultats vont servir pour une prise en charge complète. À propos des statistiques, les chiffres varient d'une contrée à une autre sur le plan national. À Kinshasa, certaines enquêtes récentes ont révélé une prévalence de 40% dans la population adulte contre 26% en 2006, suivant une enquête de l'Organisation mondiale de la santé. La moyenne se situe entre 30% minimum.
J'avais reçu la nouvelle du décès de mon père qui est intervenu une année après celui de ma mère. Je n'ai pas pu supporter ce choc. Ma tension artérielle, qui était toujours normale, a augmenté après que j'ai appris ces tristes nouvelles jusqu'à ce que la tension artérielle atteigne 18. C'est depuis 20 ans que je souffre de la tension artérielle. Pour enrayer cette maladie, la population est invitée à observer une bonne hygiène de vie. Outre la prévention, il faut aussi un dépistage précoce. Et enfin, le rond-point Gambela, un célèbre carrefour de la commune de Kasavubu, revêt sa plus belle robe. Cet espace situé au croisement des avenues de la Victoire et Gambela a suivi des travaux de rénovation initiés par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est l'Office des voiries et drainage qui a exécuté le travaux. Désormais, le rond-point Gambela brille des mi-feux. Regardez. Il y a peu, le rond-point Gambela était le repère des immondices et toutes sortes d'activités insalubres. À ce jour, ce carrefour dont le nom rappelle la bataille de Gambela à laquelle les militaires congolais ont participé en Éthiopie lors de la Deuxième Guerre mondiale est rénové. Le rond-point Gambela ne repousse plus les passants, il les attire désormais à cause de sa beauté et de sa salubrité. Nous qui faisons les activités de débrouillardise, nous étions ici, nous vivons dans la crasse. Des odeurs nauséabondes par-ci, des poubelles par-là, des marchés plus loin, ça donnait une mauvaise image du milieu. Un carrefour pareil était très sale. Maintenant, nous sommes très contents du travail réalisé sur place. En tout cas, vraiment, félicitations. Les travaux de réhabilitation et rénovation du rond-point Gambela ont été supervisés par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Sa présence sur le lieu pour booster les travaux est appréciée par ceux qui exercent des activités autour de ce carrefour. Ça va, toujours respirer quand même. Avant, c'était impossible de supporter l'odeur qui s'est dégagée ici. Nous avions du mal à respirer. Maintenant, nous avons un bon oxygène que nous respirons. Merci au vice-gouverneur pour de telles initiatives. Nous voulons des dirigeants pareils. Les équipes de l'OVD commises aux travaux ont travaillé d'arrache-pied pour tout terminer dans un court délai. Tout a été mis en œuvre pour rendre le rond-point Gambela étincelant. Ce n'était pas facile, reconnaît le superviseur des travaux, mais l'objectif a été atteint. Les difficultés ne manquent jamais, il y en a eu quand même, mais bon, pas si grave. Surtout qu'on avait la bénédiction du vice-gouverneur, lui il aime le travail. Sa vie c'est le travail. Donc ça a été, disons, pas trop facile, mais bon, on n'a pas connu trop de difficultés vu qu'il était là. La durée, ça nous a pris, je dirais, 2 semaines. Pour maintenir ce lieu en état, Dadou Mosilanga propose à l'autorité urbaine d'engager une équipe de gens pour l'entretien du rond-point. Parce que s'il n'y a pas un bon encadrement, seulement nous les Congolais, nous allons détruire ça, car l'autorité ne viendra pas détruire ça. Nous les Congolais, nous devons changer nos mentalités face à ce qu'on fait pour nous. Les travaux de rénovation du rond-point Gambela s'inscrivent dans la même ligne que ceux du rond-point de Zuileri et de l'avenue Ngouma. Ces chantiers du gouvernement provincial de Kinshasa, une fois terminés, donneront une autre image de la capitale. Voilà, c'est par cet élément que prend fin cette grande édition du journal de ce soir. Mais avant de clore complètement ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, est à la tête d'une équipe dans la province du Kwilu pour une mission de 10 jours à Massi-Manimba afin de recueillir des informations utiles pour la réorganisation des élections législatives, nationales et provinciales après l'annulation des suffrages dans tous les territoires de Massi-Manimba pour détention illégale des kits électoraux, vandalisme et fraude.
Fidel Kambale Kitsa, âgé de 27 ans, journaliste et directeur de programme à la radio communautaire Umoja, a été sauvagement abattu par un militaire en état d'ébriété. L'incident s'est produit vers 19h à environ 2 km de Komanda, territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Mercredi 21 février 2024, les prestataires des premières lignes dans la riposte contre la maladie à coronavirus en RDC étaient en sit-in devant le ministère des Finances pour réclamer leurs arriérés de 10 mois de paye bloqués au ministère des Finances. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine édition demain vendredi à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.